Donc j'aimais l'école, j'étais assez bonne élève à Tian, dans la Menois, où j'étais à l'école maternelle Marché B. Donc c'est là-bas que j'ai fait ma petite enfance. D'abord, je ne décide pas de rejoindre la CRTV. J'écoute mon nom à la radio. Donc je n'ai jamais déposé une demande d'emploi à la CRTV. Moi, je viens d'une famille très modeste. J'étais la première de 7 enfants à pouvoir travailler. Je crois que j'ai fait le journaliste dont j'ai rêvé en mutation parce que c'était vraiment tel qu'on l'a appris à l'école. Moi, j'étais une fille cool, hein, avant, c'est voilà qui m'a gâtée. Il ne s'agit pas d'aimer la FECAFOOT ou d'aimer le MINSEP. Il s'agit de faire ce qui est juste, donner la bonne information et de s'en tenir au fait. Qu'est-ce qui est essentiel? Si vous travaillez pour la télévision et que vous avez un mari grincheux et jaloux, ça ne le fait pas. Après plus de 25 ans de dévouement au journalisme, son sourire est resté une constante. Aujourd'hui, il est impossible d'évoquer les figures emblématiques de la CRTV sans mentionner son nom. Elle a bâti une carrière qui suscite de l'admiration, même chez les professionnels les plus exigeants. Journaliste dans l'âme, elle a consacré toute sa vie à cette profession, une passion qui l'a conduite à gravir les échelons au sein de la chaîne publique camerounaise jusqu'à occuper aujourd'hui le poste de directrice des rédactions TV. Mais au-delà de son parcours à la CRTV, cette éditorialiste est également titulaire d'un doctorat PhD en sciences de l'information et de la communication. En outre, elle est présidente de la section camerounaise de l'Union de la presse francophone. C'est un plaisir de recevoir cette présentatrice déterminée, rigoureuse, mais surtout humble. Elle partagera avec nous les clés de son succès et les astuces qui lui ont permis d'atteindre les sommets. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro de votre podcast Mediatude Inspire. À tout de suite. Bonjour Evelyne. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, notre invitation. Je peux te tutoyer, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est un plaisir. J'ai envie de dire que c'est un petit rêve de discuter finalement avec toi. Je te regardais tout jeune. J'étais tout jeune, moi. J'ai l'impression d'être vieille. Mais je suis contente si c'est un bon moment pour toi. Est-ce que ce serait un crime de ne pas t'appeler docteur? Alors, ça dépend des circonstances. À l'université, oui, ce serait un crime de ne pas m'appeler docteur. Mais dans le cadre de mon travail de journaliste, non, il n'y a pas de docteur en journalisme, donc ça va. Est-ce que toute jeune, tu aspirais un jour à atteindre ce niveau académique? Je précise que tu as soutenu une thèse de doctorat en sciences de l'information en 2022 à l'université de Douala. Le doctorat, pas tout à fait. J'avais pas d'ambition particulière, d'ambition académique de ce niveau-là. Je n'y voyais pas. Mais par contre, j'ai toujours aimé, comme on dit au quartier, l'école. donc j'aimais l'école, j'étais assez bonne élève. Et en réalité, je me suis adaptée à ça parce que l'opportunité s'est présentée. Après mon master, voilà, mes enseignants m'ont dit, vous avez ce qu'il faut pour faire un doctorat, donc on espère que vous allez poursuivre. Donc j'ai fait la sourde oreille un moment et puis finalement je les ai écoutés et puis je suis heureuse de cet aboutissement. L'école primaire, ça commence où? Alors, mes souvenirs remontent à Tian, dans la Menois, où j'étais à l'école maternelle Marché B. Donc, c'est là-bas que j'ai fait ma petite enfance. Mon père travaillait au centre universitaire de Tian. Donc, la petite enfance à Tian, de la CIL jusqu'au cours élémentaire 1. Et puis après, je reviens à Yaoundé, école primaire du camp Yeyap, où j'ai eu mon CEP. L'anecdote, c'est que je l'ai eu à 9 ans, mon CEP et mon concours, et qu'à l'époque, c'était assez prématuré. Et que mon directeur d'école a convoqué mes parents pour les convaincre de me faire redoubler le CM1 parce qu'il craignait pour mon adaptation en 6e, il trouvait que j'étais trop fragile. Sauf que mes parents ont eu la mauvaise idée de m'amener avec eux. J'étais assise devant la porte et quand j'ai entendu ça de mon directeur, j'ai bondi pour dire non. Et j'ai demandé à mon directeur, monsieur, est-ce que j'ai échoué? Non, j'ai échoué le concours. Non, j'ai échoué le CPE. À l'époque, c'était le CPE. C'était le CEPE, certificat d'études primaires élémentaires.
Il m'a dit non, mais c'est que vous êtes jeune. J'ai dit mais j'ai pas échoué, donc je ne peux pas redoubler. Donc il était assez inquiet. Je pense que sa démarche était positive, mais finalement on m'a laissé affronter la 6e au CS de Ngouaikele. C'est vrai qu'on était petits quand même. Il y avait pas de, il y avait, à 9 ans. Il n'y avait pas de tenue à notre taille. Chez Mandilaris, on achetait toutes les tenues. Donc, la taille de la robe arrivait au bas des fesses. Mais bon, on s'est adapté. On s'en est sorti. Ça s'est très bien passé de la 6e en 3e, au 16 au Ngouaikele. Et puis, après le BPC, la seconde A4, au lycée Leclerc, de Yaoundé, où après 3 ans, on a eu le bac en terminale. On est en 1994, le bac en 1994. Et puis après une année en fac, en Ngouaikele, en lettres bilingues. Alors j'aimais bien ça parce que c'était une sélection au cœur de la faculté de lettres. Il y avait beaucoup de gens, mais en lettres bilingues, je pense qu'on était 57. On faisait cours dans les petites classes. C'est très sélectif alors? Très sélectif parce qu'il faut avoir eu, pour les francophones, au moins 15 en anglais au bac, et pour les anglophones, avoir eu 14 en français. Donc c'est sur étude de dossier. Et puis après, on est admis en section lettres bilingues, anglais-français. Donc j'ai passé la première année. Et quand je me préparais à la rentrée académique pour la 2e année, je me suis présentée au concours de l'ESTIC, j'ai été reçue et donc j'ai étudié. Donc avant d'arriver à l'ESTIC, c'était déjà un rêve, une envie, une passion pour la communication et les médias, le journalisme. Oui, le journalisme, oui, puisqu'en terminale, on vous demandait le métier de vos rêves, qu'est-ce que vous souhaitiez faire. Alors j'étais entre écrivain, journaliste et artiste, musicienne. Bon, vous voyez que je fais un peu tout ça. Donc, tout ce qui est lié à l'art, à la culture, c'est ce qui te passionnait. À la culture, à l'expression, voilà, culturelle, artistique, à la créativité. Donc j'ai eu la chance de chanter à la chorale, d'écrire un doctorat, une ou deux choses, d'écrire des articles et d'être journaliste. Donc je peux dire que j'ai réussi tout ce dont j'ai rêvé. C'est le seul concours. Le seul concours en 1995, dont je rentre à l'ESTIC en 1995. Je suis de la 26e promotion. Tes camarades? 1995-1998, avec des camarades comme... voilà, il y en a un qui est très célèbre, mais du fait de ses fonctions à la présidence de la République, je vais taire son nom. Mais il y en a d'autres. George Ewane? Non, George Ewane était mon aîné. Mais il y en a eu des camarades. Bon, dans le journalisme, George Kellon, qui est aujourd'hui directeur adjoint des rédactions à la CRTV. On a eu Dakilian qui travaille avec moi à la CRTV, Luc Bienvenu au Nana. Il y a Madame Essama qui est conseiller technique numéro 2, je crois, au ministère de la Communication. Valérie Haïda. Il y a Joyce Cécile Diamandin qui est commissaire divisionnaire en charge de la communication à la DGSN. Camarade de promotion, il y en a beaucoup. Il y a eu Martial Tibinda, que vous avez peut-être connu sur Gabon 24. Il y a eu Alassane Ark-Mohamed, qui était des Maliens. Enfin, c'était une promotion qui était assez riche, avec des Maliens, des Togolais, un Gabonais. Voilà, plein de noms. C'est une promotion qu'on n'intègre pas à la fonction publique ou bien? Alors, quand on arrive à l'école, on nous apprend, d'abord, on n'a pas la bourse à l'université, elle a été annulée, et puis il n'y a plus de voyage d'études à l'étranger, au Canada, en France, aux États-Unis, comme c'était le cas avant, et puis on sera probablement pas intégré à la fonction publique. Donc on se dit on tombe mal, mais heureusement pour nous quand même, il n'a pas eu une application immédiate de la mesure. Donc après 2-3 ans de navette de nos dossiers, on a fini par être intégré à la fonction publique, dont je suis fonctionnaire. Entre l'ESTIC et CRTV, tu vas travailler un peu à gauche et à droite. Oui, entre le temps qu'on soit intégré à la fonction publique. J'écris déjà pour le tri hebdomadaire Mutation. À l'époque, Mutation était publié 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais je travaille à Mutation depuis que je suis en 3e année de l'ESTIC, en réalité.
je suis approchée par Monsieur Haman Mana, qui vient me voir à l'école et dit, voilà, on a besoin de ta plume, on dit 2-3 choses que tu fais, on te suit, est-ce que tu pourrais? Je lui dis, mais je suis encore à l'école, ça va être dur, j'ai mon mémoire de fin d'études, parce qu'à l'époque, on faisait pas un rapport de stage, comme on le fait maintenant. On avait un mémoire de sortie qui était quand même un travail plus élaboré, etc., un travail théorique, intellectuel plus élaboré qu'un rapport de stage qui est demandé aujourd'hui aux étudiants. Mais j'accepte le défi, donc je suis en partie à l'école, en partie à mutation. Je tiens même des pages culture et com, parce que j'ai le redoutable honneur de venir après une certaine Mireille Bissek, qui avait été recrutée à la CRTV, et donc on va dire qu'une place s'était libérée. La seule fille de l'époque que j'ai remplacée, et je raconte toujours l'anecdote parce que pendant au moins 3 mois, 4 mois, personne ne se donnait la peine de lire mon nom. On m'appelait la fille qui a remplacé Mireille Bissek. Ah, c'est la fille qui a remplacé Mireille Bissek. Donc j'ai eu beaucoup de mal à imposer et mon nom, Evelyne Mengakou, et ma griffe, EMAC, parce que tous ceux qui m'appellent EMAC aujourd'hui, qui sont les initiales de mon nom, ce sont des gens qui ont connu la période mutation. Comment Haman Mana te déniche? Je ne sais pas comment il fait, peut-être par des recommandations, mais il vient me voir à l'école, à une pause, et puis il me dit, voilà, je veux que tu viennes travailler avec nous. Je lui dis, ah bon, ben oui, non, oui, d'accord, finalement. Donc il vient vers moi, hein, je n'ai pas fait la démarche, mais j'imagine qu'il a été recommandé. Je lui ai jamais demandé, tiens, peut-être que le prochain coup de fil, je lui demanderai. Ça serait intéressant. Et tu es heureuse, tu es contente que Haman Mana t'approche? Tu te sens... C'est un honneur, je suis étudiante. J'ai fait des stages à Cameroun Tribune en première année, à la SOPECAM, où j'ai eu l'honneur d'être encadrée par une certaine Marie-Claire Nana. D'ailleurs, c'est de là que date notre lien fort, puisqu'elle était chef du service société à l'époque où je suis en stage de première année. Mutation, c'était quand même, ça le reste, mais ça l'était davantage à l'époque, un journal select. Qui a fait passer beaucoup de grands noms. De grands noms, qui avait une plume, qui avait un style. C'était un honneur d'être appelé pour travailler pour Mutation, donc je me suis pas fait prier plus que ça, et puis j'ai accepté le défi où je devais donc tenir les pages culture et com. J'avoue que c'était un challenge parce qu'en même temps il fallait être à l'école, en même temps, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et après ces 2 ans en mutation? Alors, si on compte l'année de troisième année, puisque je vais à la CRTV en août 1999, donc oui, on va dire un an et demi d'année mutation. Quand tu décides de rejoindre la CRTV, c'est une question d'idéologie ou simplement de recherche de stabilité? D'abord, je décide pas de rejoindre la CRTV. J'écoute mon nom à la radio. Ah, ok. Voilà. J'ai eu cet honneur, je ne sais pas, cet honneur d'être appelée encore une fois. Donc, je n'ai jamais déposé une demande d'emploi à la CRTV. J'étais tranquillement de permanence à mutation un soir et j'écoutais la radio, le journal de 20 heures. Et puis, à la fin du journal, il y a un communiqué et puis on lit un certain nombre de noms. Je crois qu'il y avait 15 noms et on dit que les personnes dont les noms suivent sont attendues à la CRTV, 11e étage, salle de conférence pour affaires les concernant. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. J'en ai parlé à Haman Mana, je lui dis voilà, j'ai entendu mon nom, je ne sais pas trop. Il me dit bah vas-y, va écouter, va savoir ce que c'est. Et puis quand on arrive, on nous accueille, on nous installe. Bon, évidemment, on regarde comme ça. Et puis on voit arriver le charismatique professeur Germain Mendozé qui nous dit voilà, on vous a choisi, c'était des jeunes, on a besoin de 109, patati patata, bienvenue. Donc on était tous comme ça à se regarder parce que quand on sortait de l'ESTIC, évidemment le rêve c'était d'intégrer la CRTV qui offrait les meilleures garanties de stabilité professionnelle, de vie, etc. quoi. Cameroun Tribune ou la CRTV. Et donc d'être appelé comme ça, c'était, je ne sais pas comment, j'ai su après, mais bien longtemps après,
Mais sur le coup, je ne sais pas comment ça m'arrive. J'imagine modestement que les signatures et les textes des MAC ont dû frapper l'attention d'une ou de deux personnes qui devaient décider à ce moment-là. Aman Mana parle de toi dans son livre J'aime l'odeur. Tu l'as lu? C'est trop gentil, oui. J'aime l'odeur de l'encre au petit matin sur le papier. Je vais revenir sur cette histoire mutation. À la page 267, oui. je vais lire un passage pour les internautes qui m'a beaucoup intéressé. Le temps que je le retrouve, il dit « Ainsi ont été recrutés, après les départs de Mireille Bissek, etc., ainsi ont été recrutés Stéphane Tchakam, Ivatanga, Evelyne Mungue Akoum, Cheta Bilé, bon, Cheta Fanjo, Aimé Robert Bina. Ces jeunes avaient-ils déjà, après une année ou plus, fait quelques premiers pas prometteurs dans notre rédaction, que les voilà happés par les médias publics. Il raconte d'autres choses, et après il dit, ces médias, malgré des efforts déjà consentis par notre entreprise, offraient les meilleurs salaires. Après tout, travailler a pour finalité gagner sa vie, mais d'autres jeunes journalistes ont, à un moment donné, refusé. Il cite Serge Alain Godon, Alphonse Ateba Noah, Christophe Bibokono. Il dit, sur cette question d'ailleurs, les gens sont très divisés, mais j'ai la conviction que le salaire du journaliste, ce n'est pas que uniquement le chiffre qu'il y a en bas de sa fiche, c'est aussi une forme d'épanouissement intellectuel. Est-ce que tu réponds quoi à Aman Mana, qui estime qu'il y a d'autres qui ont décidé de rester plutôt que d'aller au service public? Oui, mais je respecte leur choix. La vie, elle est faite de choix. Chacun décide selon les éléments de contexte de ce moment-là. Oui. D'abord, je suis arrivée parmi tous les noms cités la première. Donc, Stéphane, paix à son âme, Cheta, Aimé Robert, tous ils sont venus après moi. J'étais déjà partie. Ils sont arrivés après. Au moment où je suis appelée par la CRTV, il n'y a même pas de débat sur l'option à prendre, parce que évidemment il y a un rêve, celui de travailler pour une entreprise, une grande entreprise. Ce n'était pas une question d'obédience, de ligne éditoriale ou quoi que ce soit, mais c'était l'appel pour une meilleure situation de vie. Chacun juge donc cela selon ses critères. Moi, je viens d'une famille très modeste. J'étais la première de 7 enfants à pouvoir travailler. Je suis désolée, je ne pouvais pas cracher sur une opportunité comme celle-là pour des idées de philosophie. On philosophe quand on a le ventre plein. En général, c'est difficile de soutenir après. Après, les grandes idées de chacun, c'est chacun qui définit sa trajectoire, qui opère ses choix. Moi, Mutation a été un moment central dans ma trajectoire, où j'ai peaufiné mon style d'écriture, où je crois que j'ai fait le journaliste dont j'ai rêvé à Mutation, parce que c'était vraiment tel qu'on l'a appris à l'école, une conférence de rédaction où on défend ses idées, où on défend son sujet, où quand on n'a pas été convaincant, votre sujet est abattu. Donc vous veniez armé en conférence de rédaction, armé symboliquement sur vos idées, sur les propositions que vous avez à faire, sur les arguments d'intérêt qui étaient discutés, adoptés, arrêtés en conférence de rédaction. Et puis vous avez la latitude de vous exprimer professionnellement. Chacun avait son style. Serge Alain avait le sien particulier, Alain Blaise Batongué, le rédacteur en chef aussi, Emmanuel Gustave Samnik, Roger Alain Takam, enfin bref, chacun avait sa manière de dire. Félix Syriac et Bolé Bola, voilà des gens que moi j'ai côtoyés en sortant de l'école. Forcément, ça vous grandit professionnellement parce qu'on apprend un peu de chacun d'eux. Après, il faut poursuivre sa carrière. Mais sur le plan de l'expression professionnelle, quand je partais, le Aman Mana, le DP, je l'appelle toujours comme ça, le DP m'a mise en garde, ouais, on va te brider, tu pourras plus, tu as quelque chose, etc. Non, j'ai jamais été bridée à la CRTV. Jamais. Justement, je veux dire, tu travailles avec quelqu'un qui est réputé dur avec le système. Il raconte qu'il a fait plusieurs fois, bon, il a fait la cellule. Et tu vas maintenant... Comme beaucoup d'autres, hein, de l'époque de la Nouvelle Expression, oui, ou du Messager, c'était un peu
c'était un peu ça, l'apprentissage à la démocratie, la liberté d'expression. Ça s'est fait avec quelques casses. Il y avait des fois, on arrivait à mutation, on a saisi le journal, on arrivait à mutation, on a scellé le bureau. Bref, on apprend que oui, Félix Syriac, on n'a pas de ses nouvelles, ou Christophe Obiokono, on l'a pris. Bon, des choses comme ça, mais on vivait avec ça au quotidien. On avait des visites impromptues de quelques agents de la police qui venaient à la rédaction. Oui, on était habitués à ça. Et tu quittes donc d'un environnement critique, le système, tu vas dans un environnement où on connaît la ligne éditoriale. Est-ce que qui est quoi? Défendre le système. Ce n'est pas ça la ligne éditoriale. De la CRTV. La ligne éditoriale de la CRTV, c'est d'accompagner les politiques publiques. Voilà. Évidemment, elles sont incarnées par des personnes, par des institutions, mais nous sommes une chaîne de service public. Je pense qu'on n'insiste pas souvent assez. Effectivement, ces personnes qui ont des missions de service public dans différents domaines les déploient. Après, nous, on essaye de faire notre travail. Je crois que c'était plus facile d'être en mutation que d'être à la CRTV, parce que sur le plan de l'idéologie, parce que vous allez à la CRTV où on vous a déjà catalogué, on vous a déjà condamné, on vous a déjà étiqueté. Il y en a qui préjugent même, la question me revient toujours, est-ce que vous êtes libre d'écrire, est-ce qu'on ne relit pas vos papiers? Si on fait une relecture, comme on en fait dans toutes les rédactions, moi je relisais les papiers des collègues, c'est une pratique professionnelle de proofreading, mais je n'ai jamais eu une injonction, j'ai jamais été écrit ça, c'est bleu, non, dites que le micro sur Médiatude est vert. Non, j'ai jamais eu ce genre de choses. Donc vraiment, maintenant, tu exerces ton libre arbitre. Tu exerces ton libre arbitre parce que tu es dans un environnement où tu dois rester journaliste. C'est pour ça qu'il faut avoir du respect pour des professionnels comme Alain Belibi, comme Charles Ndongo, comme Barbara et toi, comme d'autres, hein, Adèle Mbala, ils et elles sont nombreux, Aimé Robert, etc., qui réussissent à se construire une carrière crédible de journaliste dans un environnement qui n'est pas toujours simple. Parce qu'effectivement, il faut essayer d'être journaliste. Il faut aussi essayer de conduire les missions qui sont les vôtres, qui sont les missions de service public et qui sont souvent combattues par des personnes que vous ne soupçonnez pas. C'est vrai ça? Ben oui, un exemple. Non, je vais pas citer les contemporains et effectivement, je peux pas donner de noms et de situations, mais quand je vous dis que parfois, votre travail, qui est un travail de service public, peut être contrarié par des forces qui ne viennent pas du camp qu'on imagine. Ok. Voilà. Donc, je vais pas faire un dessin. D'accord. Alors, tu es entré à la CRTV accueilli par Gervais Mendozé. Tu as eu un très long parcours. Est-ce que tu peux raconter le parcours? Tu as un long parcours. Tu es arrivé à Yaoundé, tu es allé à l'extrême nord, tu es allé à Douala, directrice des rédactions, chef de chaîne CRTV News. Est-ce que de façon chronologique, tu peux détailler pour les internautes? Alors, je dois dire que le 19 août dernier, j'ai marqué 25 ans de travail à la CRTV. Ça fait donc 25 Sans un ride, hein? 25 ans d'un parcours que je laisse les autres apprécier, mais c'était un parcours riche. Jusque-là, j'arrive effectivement comme jeune reporter. Et la particularité, c'est que je pense qu'on est recruté un mercredi, cette réunion avec le directeur général qui nous dit qu'on est recruté, on signe les papiers, on sort de là, personnel CRTV. Et le vendredi, je me retrouve à l'antenne à présenter une émission qui s'appelait Soirée spéciale avec un certain Billy Shaw. Oh. Et c'est une émission culturelle qui avait pour mandat de raconter le côté court des personnes célèbres qu'on voyait tel DG, je crois que c'était le DG de la SIC à l'époque, mais on est allé dans son jardin secret, raconter un peu ce qu'il aime manger, où il vit, etc. Et voilà, c'était ça la soirée spéciale. Et donc j'ai commencé un peu sur les chapeaux de roue, parce que j'arrive à un moment où la présentatrice de l'émission, la co-présentatrice, a jeté l'éponge, Rosine Evessa, qui présentait l'émission, et puis le directeur général, après la réunion, professeur Mendozé, nous convoque les filles, parce que dans les 15, je pense qu'on était 8 filles. Il dit, bon, moi j'ai besoin d'une présentatrice. Il y a une émission, là on me dit que la présentatrice n'en veut plus.
qui veut présenter l'émission? Tout le monde refuse. Comment ça de classe? Il dit, oui, mais dites-moi, je veux un nom. Et puis, je regarde à gauche, et puis j'ose un petit doigt. Oui, vous avancez. C'est quoi votre nom encore, Mung? Ok, allez donner votre nom à la secrétaire. Et puis, il y a une autre 10 minutes après, qui me désigne comme co-présentatrice de soirée spéciale. Évidemment, c'est un choc un peu parce que je débarque dans l'équipe de production, le réalisateur me connaît pas, il dit, ah non, il n'y a pas de stagiaire ici, non, je ne suis pas stagiaire. Vous sortez d'où? Vous êtes personnel? Oui. Mais il était en colère, Martin Kay, qui est une personne adorable, évidemment, qui réalisait l'émission, et puis je dois me confronter à Billy Shaw, qui m'accueille dans l'émission et qui me dit, bon, je gère, tu attends, je vais te faire signe à quel moment tu dois parler et tout. Ben, je comprends à l'époque parce que je débarquais comme ça en pleine production, mais j'étais affectée à la direction de l'information à l'époque, dont l'émission venait en plus. Donc, j'ai travaillé pour Soirée spéciale, je pense, pour 6 éditions à peu près. Et puis, je pense que je n'étais pas en accord avec la manière dont l'émission était conduite. Et, d'autre part, j'étais surbookée à la rédaction. J'avais des reportages tous les jours que Dieu faisait, donc j'étais épuisée. Il a fallu choisir. J'ai préféré laisser l'émission, qui a été également une autre expérience, hein. J'ai eu la chance de rencontrer, paix à son âme, la chanteuse caraïbéenne Edith Lefel, qui est décédée, Salignolo. Je les ai rencontrés dans le cadre de cette émission-là. On a reçu Anne-Marc Voto à l'époque, qui était la grande vedette du 20h30. Et je peux vous dire que j'ai eu l'une des rares qui a eu le privilège d'aller visiter sa garde-robe. Wow. Je vous assure que j'ai jamais vu autant de tailleurs de ma vie. Il y avait toute une chambre juste de vêtements de la présentatrice du 20h30 de l'époque. Donc, il y a eu de belles choses. Il y a toujours de belles choses dans les expériences professionnelles. Donc, je suis reporter et puis je m'intéresse beaucoup aux questions culturelles. Donc, 2 ans après, je pense, je suis nommée chef du desk culture à la rédaction. Je lance le livre de la semaine, qui est une chronique littéraire où je présente un livre toutes les semaines. Ça a beaucoup aidé à me faire connaître, à construire un nom. Et puis, je lance parallèlement le plateau des artistes le dimanche où je reçois un artiste 3 minutes, 4 minutes dans le journal du dimanche. Donc, ce sont des choses qui m'ont accompagnée dès le début de ma carrière. Et puis après, en 2003, je me marie et mon mari travaille à Douala. Donc, je demande au directeur général une affectation. C'était pas facile. Vous avez la raison. Voilà, c'est pas facile de me libérer pour aller à Douala, mais j'invoque le regroupement familial, etc. Pour ça, Mendoza consent à me laisser partir à Douala. Je pars à Douala entamer une nouvelle expérience, une nouvelle vie d'épouse, de mère, parce que j'ai un enfant dans la foulée et je change de nom. Voilà. On découvre Evelyne Ounay Somba et pendant 6 ans, j'ai passé 6 ans à Douala, à la station régionale Sertivi Littoral. J'essaye de construire le nom parce qu'on a perdu un peu Evelyne Mengakoun, et puis on entend notre nom, et puis on dit non, mais vous avez la voix d'une fille là qui est à Yaoundé. Ah non, c'est moi, c'est vous. Bon, bref, je travaillais énormément avec aussi derrière l'idée que on doit capter le nom et faire le lien avec mon passé professionnel parce que ça crée des ruptures dans les carrières. Ces changements de nom, c'est pas anodin. Donc, j'ai travaillé là-bas. J'ai continué avec une de mes rubriques, l'artiste de la semaine, le livre commençait à être compliqué à partir de Douala, où j'ai donc rencontré des gens d'Ikoto, Mandengue, Etienne Bappé, enfin tout le reste. C'est une bonne ville pour t'épanouir sur le plan culturel. Culturel, effectivement. Il y a un tel dynamisme culturel à Douala avec les peintres, avec les danseurs, bref, c'était une ville où professionnellement, je me suis également épanouie. Même si j'ai eu du mal à m'adapter, moi je suis une fille de Yaoundé, j'ai beaucoup de mal à m'adapter à Douala, il fait chaud, on transpire, et puis j'ai même fait une dépression parce que je perdais mes cheveux,
j'étais nerveuse, j'avais peur de tout le monde, les gens étaient violents. Moi, j'étais une fille cool, hein, avant, c'est Douala qui m'a gâtée. Il a fallu apprendre à se battre à Douala pour tout, on se bat pour tout. Donc, une fille très calme, très avant calme, Douala. Mais vraiment très calme. Mais Douala m'a fait du bien, parce qu'il faut être un peu dur dans la vie, quoi. Il faut un peu rendre les coups, certains coups. Donc, je passe 6 ans à Douala. Pendant que je suis à Douala, en 2005, je suis élevée au grade de grand reporter. J'ai 28 ans et je suis la plus grande reporter de l'histoire, je crois, du journalisme au Cameroun. Toujours précoce, oui, c'est mon histoire. C'est toujours précoce. Donc, je suis très honorée par cette élévation en grade parce que ça vient saluer, je pense, les efforts déployés partout. Ça vient aussi être comme une interpellation. Donc, j'ai couvert quelques grands événements avant de venir à Douala. Et puis à Douala, j'ai eu l'honneur, le malheur de couvrir le fameux crash de la Kenya Airways en Banga-Pongo. C'était très, très difficile émotionnellement et professionnellement. C'est des conditions extrêmes de travail. Donc ça m'a marqué aussi. Puis en 2009, eh bien, mon mari est affecté dans l'extrême nord du pays, à Maroua. Tu le suis encore? Et puis, je dis, bon, j'ai signé, je pars. Et entre-temps, j'ai changé de DG. Okay. Professeur Mendozé est parti en courant 2005. Et Amadou Vamolke est mon nouveau directeur général. Et puis, je lui écris pour demander mon affectation à Maroua et il me convoque. Il me dit, je vous ai convoqué, je vais être sûr que j'ai bien lu. Vous êtes saine d'esprit et vous demandez à être affecté à Maroua. Parce qu'en général, tous ceux qui étaient envoyés là-bas considéraient que c'était une affectation disciplinaire, une sanction. Je dis oui, je vais y aller. Vous connaissez Maroua? Non. J'y suis allée en reportage 1 ou 2 fois avec l'UNICEF, avec quelques programmes des Nations Unies, mais c'était des séjours. Vous voulez vraiment y aller? Oui, monsieur le directeur général. Donc, il m'a affecté à Maroua. Et je vous assure aussi que je pense que ça fait partie de mes plus belles images professionnelles et humaines. Maroua. Oui. Parce que les gens que j'ai trouvés là-bas étaient adorables. Parce que là-bas, les gens ont des valeurs, les gens sont honnêtes. On ne vole pas chez vous, on ne casse pas la vitre de votre voiture. Enfin, on ne cassait pas les vitres de voiture, les gens étaient avenants. Je raconte toujours l'anecdote où une des premières fois où je vais au marché central de Maroua, j'ai acheté des tomates et la dame, la vendeuse, elle me sert des tomates de 2000 francs, je lui donne un billet de 10 000. Elle me dit qu'elle n'a pas de monnaie et que c'est pas grave, la prochaine fois que je viendrai au marché, je vais payer. Moi, je sors de Douala, vous voyez un peu, je me dis qu'il y a un piège, il y a un truc, peut-être il y a une caméra cachée ou je sais pas, il y a un truc qui va m'arriver. J'ai dit à la dame que moi, je ne veux pas la machin. Votre argent. Elle me dit, non, il n'y a pas de problème. La prochaine fois que je viendrai, il n'y a pas de problème. Je payerai son argent. Elle n'avait pas de monnaie, visiblement. Elle me dit, je suis la première cliente. Et j'ai tout fait pour faire la monnaie, pour venir lui donner son argent. Mais en fait, elle était sincère. Beaucoup de gens étaient comme ça à Maroua. Donc, au plan humain, c'était bien. Et puis, au plan professionnel, je crois que c'est la région que je connais le mieux. Parce que tu as passé combien de temps là-bas? Je suis partie en fin 2010, donc on va dire presque 2 ans. Okay. Mais en presque 2 ans, j'ai parcouru de long en large la région de l'extrême nord. J'ai créé une émission qui s'appelait Balade régionale où je suis allée sur le lac de Guéré, je suis allée à Rumsiki, je suis allée à Fotokol, je suis allée à Kousseri, enfin, je suis allée partout. Je suis allée à Mokolo, à Dinglia, je suis allée à Moulvoudaï, je suis allée partout dans la région de l'extrême nord où je racontais avec mes yeux émerveillés ce que je voyais, ce que les populations là-bas peut-être ne voient pas parce qu'elles sont habituées, mais c'est une région extrêmement belle. C'est une région des extrêmes, c'est vrai. Parce que parmi les extrêmes, il y avait des épisodies de choléra et j'ai eu à vivre ça comme reporter. D'ailleurs, j'en avais fait un magazine qui a fait beaucoup de bruit au pays du choléra, où je suis allée rencontrer les malades du choléra, je suis allée à l'épicentre
du choléra. On a pratiquement vu une petite fille qui est morte presque en direct devant ma caméra. C'était effrayant. Mais j'étais contente de l'avoir fait parce qu'après, on m'a appelé du ministère de la Santé, on m'a appelé de l'OMS, on m'a appelé de partout, Médecins sans frontières, tout le monde est descendu. Moi, je criais ma révolte de voir des gens mourir et que ça n'avait pas l'air d'intéresser le monde. J'ai dit à mon chef de station à l'époque, monsieur Emmanuel Momrambok, une personne adorable, qui a pris sa retraite maintenant. Je lui ai dit, chef, moi, je veux une caméra, je vais aller là-bas. Il me dit, où? Je lui ai dit, je vais aller là-bas. C'était pas loin de Marois, dans un petit village où on dit que c'est l'épicentre du choléra. Tu es sûr? Oui. Il m'a donné une caméra. Et on est parti. On est parti. Il est décédé, mon caméraman de l'époque. J'en profite pour saluer sa mémoire. On est parti à l'épicentre. On a trouvé un jeune médecin qui était le médecin du village, en fait, qui avait une moto et qui se bagarrait pour lutter contre le choléra. Il avait amené les malades dans l'école primaire, donc c'était, je peux pas vous décrire ce qu'on a vu là-bas, c'était infernal. Quand on rentrait, le médecin nous dit, vous n'entrez pas chez vous, vous lavez à l'iode, hors de votre maison, vous jetez vos vêtements, vous jetez tout, même les chaussures, vous les jetez, n'entrez pas chez vous avec. Donc, c'est ce qu'on a fait. Bon, je me suis lavée sous un arbre de l'entrée de chez moi et j'ai jeté mes vêtements. Je suis vraiment, parce que on était contaminés, quoi. Il était possible qu'on contamine les familles, qu'on se tienne loin. Donc voilà, Marois, c'était très très beau. Juste avant Boko Haram. Est-ce que c'est vrai qu'à la CRTV, c'est plus facile de pratiquer le métier de journaliste quand on est en région? J'ai un ami à la CRTV, je vais donner son nom, qui me dit qu'il était plus à l'aise quand il travaillait en région, en tant que reporter, bien sûr, que maintenant qu'il est à... Et on est à la direction centrale, évidemment, les contraintes sont différentes, l'environnement est différent. Oui. On a Yaoundé. Après, Yaoundé a une station régionale du centre qui travaille déjà sur certains sujets. On est davantage pris par des contraintes de logistique qui font qu'on peut pas toujours faire comme on veut. On n'a pas toujours la caméra au moment où on désire la voir. Disons que en région, on a plus d'ouverture, c'est vrai, même si on n'a pas forcément tous les moyens qu'on pourrait avoir à Yaoundé. Donc, je pense que dans l'une et l'autre situation, il faut s'adapter et trouver le moyen de s'exprimer professionnellement. Si ça a l'air un peu plus évident en région, il faudrait que à la haute desk centrale, vous fassiez preuve de plus d'imagination pour pouvoir vous créer un nom. Et puis, vous êtes desk centrale. En région, vous êtes quelques journalistes, 6, 7. On vous connaît tous dans la ville, dans la région. Vous arrivez à la rédaction centrale, il y a 120 journalistes. Bah, ça peut pas être pareil. Voilà, il faut que vous essayiez de vous creuser votre sillon et ça, ce n'est pas évident. Donc, je ferai pas une comparaison arithmétique. Je dirais que chaque zone, chaque lieu a ses qualités, ses opportunités, ses inconvénients. Et après l'extrême nord, tu décides de revenir? Après l'extrême nord, je reviens à Yaoundé fin 2010 en fait. Je reviens à Yaoundé parce que mon mari est affecté, mais dans le sud. Donc vous le suivez comme dans le sud, mais je décide de ne pas aller dans le sud parce que voilà, entre-temps, je suis mère de famille, je dois penser à la stabilité des enfants qui souffraient beaucoup des petits amis qui se font ici. Après, ils doivent partir, des liens qui se détruisent. J'avais besoin également de stabilité professionnelle parce que je voyais ma carrière, voilà, qui était en dents de scie. Et puis parce qu'il y avait une attente aussi de la direction générale qui me disait on cherche des visages pour les journaux télévisés, on pense que tu pourrais, mais bon, tu es loin, etc. Donc c'était une association de raisons qui ont fait que, mais principalement elles étaient familiales. Je voulais de la stabilité pour les enfants. Et donc, je suis redescendue, mais je n'ai pas suivi mon époux dans la région du Pour une Sud. première fois. Voilà. Il s'est fâché? Non, ça a été consensuel, on en a parlé, je pense qu'il a compris. Et puis, on avait d'autres projets de famille, voilà, qui nécessitaient quand même qu'au moins une personne soit stable.
C'était une décision consensuelle qui arrangeait finalement beaucoup de choses. Donc, je suis revenue à Yaoundé et aussitôt revenue à Yaoundé, mais même pas une semaine, enrôlée dans les équipes de journaux. Donc, je suis programmée pour la présentation des journaux de la journée à l'époque, 8h, 12h, 18h. Donc, je travaille avec Fonka Moutabo Bernard, qui est en langue anglaise, qui est aujourd'hui le chef de chaîne CRTV News. Et c'est comme ça que mon aventure, on va dire, à la présentation des journaux démarre, parce que je fais 6 mois à la présentation de la journée. De 12 et heures. puis 8h, 12h, 18h. On présentait les 3 éditions. Est-ce que finalement, il faut passer par le 8h, le 12h avant d'arriver au 20h30? Alors, de toutes les façons, les journaux ne se valent pas. Il y a une nomenclature des journaux. Il y a les grands rendez-vous du soir. Pour y arriver, il faut quand même avoir fait ses classes. Et en général, on commence par des journaux périphériques. C'est ce que j'ai fait. J'ai présenté les journaux de 8h, 12h, 18h. En fait, on le faisait en une fois. Maintenant, il y a une autre organisation. Mais en 2011, lorsque je commence, je présente avec Fonka Moutabo Bernard le 8h, 12h, 18h. Je l'ai fait pendant 6 mois. Et puis après, les 6 mois qui ont suivi, j'ai été programmée au journaux du week-end. Donc, j'ai présenté également le journal de 20h30 du week-end pendant 6 mois. Et après, j'ai été programmée au 20h30 en semaine, qui est quand même voilà le top dans cette hiérarchie, on va dire, de la présentation des journaux. Je dois reconnaître que contrairement à ce qui est fait ou qu'on peut observer, je suis passée plutôt vite, entre guillemets. Toujours précoce. Précoce, voilà, c'est mon caractère particulier, parce que je n'ai fait que 6 mois dans la journée, 6 mois le week-end, et puis après j'accédais au journal du soir en semaine, donc 2012, jusqu'à pratiquement 2018. Avec Valérie Dicos-Soumarou. Avec Valérie Dicos-Soumarou, et puis après en solo, quand on est passé à la formule solo. Plus jeune, je te voyais à la télé, et comme dit tout à l'heure, c'était un rêve de gosse de discuter avec toi, parce que je te voyais déjà au 20h30 avec Valérie Dicos-Soumarou, et parfois je pensais que c'était un couple parfait, hein. Et je ne sais pas si je le sais avant de passer ça. Je ne sais pas, en tout cas, tu es bien heureux que ton rêve d'enfant se réalise, puisqu'on a cet échange. C'était une complicité exceptionnelle avec Valérie Dicos-Soumarou, parce que professionnellement, on était sur la même longueur d'onde. Valérie Dicos, c'est mon aîné à l'ESTIC. Je pense qu'il fait partie de la 23e promotion de l'ESTIC avec Emmanuel Mbédé, Alex Niban et le reste. C'est un aîné donc dans la profession, mais qui a eu l'humilité de venir à moi, et je pense on a ensemble le même amour de l'exigence, du travail bien fait, de la rigueur. Et le journal télévisé, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas que des paillettes et tout. Il faut un travail de fond. Il faut un vrai rapport à l'actualité. Il faut suivre l'information. Et il faut être capable de déceler ce qu'il faut, comment il faut le dire et de quelle manière captiver le public pour qu'il puisse rester accroché. Et donc, je pense que c'est cette complicité professionnelle et amicale, parce qu'il se trouve que c'est un très bon ami également. Tout cela ne ment pas. Donc, ça transparaissait, je crois, au journal télévisé. Il y en a qui nous ont prêté plein de choses. Je n'étais pas le seul, finalement. Je pensais que j'étais le seul, hein. mais la seule chose qui est vraie, c'est que c'est un professionnel exigeant, Valérie Dicos-Soumarou, et que c'est un bon ami. Et ça n'a pas dérangé un moment votre époux de vous voir tout près de Valérie Dicos-Soumarou, un duo pendant près de 7 années? Ça ne dérangeait pas? Je n'en ai pas eu l'impression. En tout cas, il s'est pas exprimé sur le sujet. Mais tant qu'on restait dans le cadre qui était fixé par notre travail, parce que Valérie Dicos-Soumarou est également régulièrement mariée, je vous préviens. Donc, je salue d'ailleurs son épouse Armelle. Donc, c'est un couple ami et inversement. Donc, je pense qu'on n'avait pas ce genre de problème qui venait polluer
l'ambiance et de toutes les façons, il y avait quand même, et je pense que ça doit être un principe pour tous les couples de faire une séparation claire entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Vous imaginez si vous travaillez pour la télévision et que vous avez un mari grincheux et jaloux, ça ne le fait pas. Donc je pense que, et je le dis souvent à mes étudiantes en journalisme, que l'une des recettes du succès, c'est de bien choisir son homme. Qui comprend votre métier. Si vous avez un rustre, un goujat violent, mal élevé, jaloux, et voilà, ça va pas le faire. Si vous avez un compagnon qui est complexé, qui est un raté, il comprendra jamais, il se mettra en concurrence avec son épouse et patatras. J'insiste surtout parce que le journalisme n'est pas très loin. Les médias ne sont pas très loin de la culture. Autant dans la culture que dans les médias, c'est un constat personnel. Les femmes ont du mal à se marier. Dans les médias, elles sont nombreuses. Dans la culture... Il y a beaucoup qui sont mariés aussi. Hein, donc... c'est pour ça que je disais, c'est un constat personnel. Je sais pas si on a fait des statistiques pour pouvoir évaluer le nombre de mariés ou pas, mais je pense que dans les médias, comme dans... bref, le milieu du showbiz en général, je pense que le problème, ce n'est pas le milieu. Le problème, ce sont des individus. Il y a des personnes qui sont mariées depuis de nombreuses années et ça se passe bien. Il y en a d'autres qui divorcent, comme ça se passe dans la vie ordinaire. Il y a des gens qui se trouvent, hein, ils trouvent leur moitié, ça se passe très bien. Il y en a d'autres, voilà, c'est caïcain. Il y en a d'autres où ça marche pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas une fixation particulière, hein, je crois, par rapport au couple dans notre métier. Et tu as atteint le sommet à la télévision. On est revenu sur ton parcours, tu as atteint le sommet. Est-ce que sur le plan comment sur le plan familial, tu as pu le gérer, pu manager vie professionnelle, vie familiale, avec tous les tours que tu avais à faire, Yaoundé, Douala, Extrême Nord, comment tu as pu le manager? Je sais pas, je me suis pas posé la question, je vis simplement ma vie, je ne prends pas la tête, je considère que je fais un métier, il est le métier de mes rêves, je fais un métier qui a ses exigences et j'essaye de concilier cela avec la vie familiale. À ce moment-là, j'étais épouse et mère, j'ai 3 enfants, que je dois essayer de trouver le temps pour mes enfants et trouver du temps pour mon mari à l'époque et pour ma famille élargie, ma mère, mon père, que j'ai la chance d'avoir encore vivant, mes frères et sœurs, et toute la galaxie familiale qui se crée autour entre les beaux-frères, les belles-sœurs, les cousins, les cousines, etc. Donc moi, je pense qu'il faut rester authentique. Il y a des moments où le travail prend un peu le dessus parce qu'on gère des situations particulières. Vous gérez peut-être une période difficile. Je prends un exemple, une période électorale qui vous mobilise, où il faut se lever tôt, rentrer tard. Oui, mais après, quand c'est possible, prendre le temps pour sa famille, mettre son cabas, aller au marché, préparer le coffre-bâton à ses enfants, et voilà, ranger la maison, rendre visite à sa tante malade ou à sa cousine dont l'enfant est... Bref, il faut prendre le temps pour la vie sociale. Des fois, on réussit ça très bien, des fois, on réussit pas, mais moi, je suis authentique. Donc, alors, pour vous raconter une anecdote, il y a mes enfants qui, à un moment, quand j'étais à la maison, ils me disaient tu ressembles à maman. Non, c'est qui? Je disais, mais c'est quoi maman? Ils disaient, non, parce que tu es souvent maman de la télé et puis maman. Oh, okay. Voilà, c'est-à-dire que donc j'essaie d'être maman de la télé quand je suis à la télé, et maintenant quand j'ai enlevé le maquillage, les paillettes et tout ça, je deviens maman. Voilà, je suis à la cuisine avec eux, on fait des crêpes, des gâteaux. C'est quoi le repas que tu préparais? Tu aimes bien préparer, bon, tu aimais bien préparer pour les enfants. Les enfants, ils ont grandi déjà. Ils aiment le coq avec le bâton. C'est ce que ils aiment le sanga. Bon, après, ce sont des enfants, ils aiment le poulet frit, fruits de plantain, c'est des choses classiques que les enfants aiment manger. Ils aiment les spaghettis bolognaises, sont les enfants de la télé. Et puis, oui, en gros, c'est ça. Bon, quand je m'essaie à faire du couscous de maïs, ça passe un peu, mais pas autant. Mais le coq, la marmite, elle finit
le jour même, quoi. Si je fais une grosse marmite Oui. comme ça, elle est terminée avant la fin de la journée. Et après donc l'aventure du JT, tu disparais presque des écrans. Tu disparais presque des écrans tu bascules vers l'administration, c'est ça? Oui, c'est une façon de voir parce qu'effectivement, je suis nommée à la chaîne CRTV News, le projet. J'avais eu la chance dès 2015 d'être associée aux réflexions, aux réunions concernant le lancement de la chaîne CRTV News. J'avais aucune idée de ce que je serais appelée à travailler à son lancement. En 2017, je suis donc nommée chef de chaîne adjoint et rédacteur en chef de CRTV News. Mon chef de chaîne étant Serge Guiffaut, qui a pris sa retraite aujourd'hui. Et nous avons la charge de lancer cette chaîne qui n'existe pas. Elle existe sur du papier. Donc effectivement, c'est difficile de continuer à fanfaronner à la télé quand on doit créer sur la base de rien, juste d'un concept, d'un document projet. Il fallait créer une chaîne, lui donner un contenu. Donc nous y avons travaillé avec Serge Guiffaut. Et puis en 2018, j'ai été nommée chef de chaîne. Et donc, juste après le lancement de la chaîne, parce que la chaîne a été lancée le 28 janvier 2018, et en juin, au mois de juin, j'ai été nommée chef de chaîne. Donc oui, j'avais un peu moins de temps au journal, mais la chaîne nouvellement lancée avait besoin de contenu, donc j'allais quand même un peu plus à l'antenne, notamment sur les breaking news, sur les éditions spéciales que j'assurais moi-même, parce qu'il fallait lancer la chaîne, lui donner du contenu, rechercher de la crédibilité, construire sa notoriété, construire également une offre de contenu qui soit attrayante pour le public. Donc disons que j'ai switché de la grande chaîne à la petite chaîne, où je continuais à présenter les grands rendez-vous, notamment les breaking news et les directs qui exigeaient d'avoir le cardio, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, parce que quand on rentrait pour un direct ou un breaking news, on ne savait pas à quelle heure on allait sortir du studio. Et l'un des événements qui est resté marquant dans la vie des Camerounais et dans la vie de la chaîne CRTV News, c'est quand même le direct que nous avons fait pendant 3 jours sur le contentieux électoral pour la présidentielle, et qui a eu, je crois, un effet de baume apaisant sur l'ensemble des acteurs sociaux. C'est l'événement qui lance même véritablement CRTV News. Oui, qui fait plus découvrir, qui attire l'attention sur cette chaîne-là, parce qu'elle a pris à témoin la population qui pouvait elle-même suivre en direct les débats au Conseil constitutionnel, et qui a permis que l'on se rende compte de ce que les uns avaient des arguments, les autres n'en avaient pas. Voilà, ils pouvaient se faire leur propre opinion sur ce qui était dit. Rien n'était caché, tout était à découvert. Et c'était un gros défi pour CRTV News. Et parfois, les circonstances vous viennent un peu au secours, à la rescousse comme ça. Ça a permis effectivement à CRTV News de s'installer comme étant la chaîne du direct. Et pendant 5 ans, nous avons travaillé à conforter cette assise-là et à construire avec une formidable équipe de jeunes journalistes, reporters, caméramens, réalisateurs, à construire quelque chose, une offre nouvelle, rafraîchie, une envie d'aller vers l'information, d'aller vers le Camerounais ordinaire et de rendre compte de l'actualité. Et quelles sont, selon toi, les plus belles réalisations à CRTV News? Tu as été chef de chaîne. Si demain on te dit qu'est-ce que tu as réalisé de bon pour cette chaîne, tu dirais quoi? La première chose, c'est de l'avoir lancée. Oui. Parce que c'était pas donné. Dans le projet CRTV, il y a quelques chaînes qui devaient être créées. Je vais pas les citer, mais CRTV News a été la première chaîne à être créée, à avoir une existence concrète. Et je pense que ce faisant, on a un peu creusé le sillon, par exemple, pour ce qu'on appelle la petite sœur, CRTV Sports and Entertainment, parce qu'on a vu les difficultés, les écueils qu'il y a eu sur le chemin de CRTV News, et donc ça a été, entre guillemets, un peu plus facile de créer derrière 2 ans plus tard CRTV Sports and Entertainment. Donc le premier défi, c'était d'exister. Le deuxième, c'était de se créer sa place et de comme une chaîne qui compte dans le landerneau
télévisuel camerounais, c'était pas donné. Mais puis après, de s'imposer vraiment comme la référence du direct, de l'info en continu. Lorsqu'on lançait ce projet-là, il y en a qui nous disaient, oh, il y a la concurrence qui a essayé l'info en continu et a fermé, ça marche pas, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile dans le contexte camerounais de conduire une chaîne d'info en continu. C'est difficile parce qu'il faut des moyens. Lorsqu'on lançait la chaîne, on avait des grandes idées comme ça, on aurait des reporters avec des motos qui iraient partout avec leur kit mobile journalism, enverraient des choses instantanées. On n'a pas, dans la réalité, toujours eu ces moyens-là, mais on s'est adapté en faisant preuve d'imagination. Je suis très fière de l'équipe CRTV News que nous avons construite, une équipe de jeunes gens qui ne savaient rien, on les appelait des télétiji parce qu'ils étaient tellement jeunes. La moyenne d'âge, c'était 22, 23 ans. Lorsque je les prends en main, aujourd'hui, ils ont la trentaine pour certains. Ils sont grands, mariés, certains sont devenus pères et mères de famille. Je suis heureuse d'avoir fait grandir un groupe, d'avoir créé un esprit, qui est l'esprit CRTV News, et cet esprit-là continue. Je suis heureuse, je souhaite que cet esprit continue, professionnel jusqu'au bout des ongles, tout donner pour son média, et puis se construire des valeurs humaines, parce qu'on fait un travail qui nous met ensemble. On est là dans ce studio d'enregistrement, un certain nombre. Vous avez passé la journée ensemble, vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, dont vous partagez les petites vicissitudes de la vie des uns et des autres. Cette solidarité-là, c'est mon point de vue, en tout cas, c'est mon idée du management. Il est possible, il faut d'ailleurs qu'il y ait un management à visage humain dans les médias parce qu'on partage des choses qui sont parfois indicibles, on ne peut pas raconter, mais qui créent des liens. Ces liens-là peuvent être l'adjuvant qui booste les équipes et qui les amène au travail. Donc, je suis très fière de l'équipe CRTV News, des collaborateurs que j'ai eus et de l'esprit qu'ils ont eu de relever le défi, parce que CRTV News était un défi professionnel. Je leur disais toujours que c'est le défi générationnel. Vous êtes des traceurs générationnels. Tracez, laissez votre trace. Et on parlera de vous demain. C'est pas aujourd'hui qu'on verra ce que vous avez fait. C'est dans 30 ans, dans 20 ans. On dira, ah, il y a eu des Steve Tchega, ah, il y a eu des Aboubakar Abo, Daoud Mouliom, il y a eu Gladys Le Boudaï, il y a eu Ifo Mousso, il y a eu Larry Fandé, il y a eu tous ces gens. Donc, c'est demain qu'on verra la force de l'impulsion que vous avez donnée. C'est dur, c'était très dur parfois. J'avais des personnels dont certains avaient quelques soucis de santé, dont je suis devenue abonnée à l'hôpital Jameau à côté aux urgences parce qu'il fallait tout le temps les porter et les amener là-bas. Mais on a eu un bel esprit, on a eu Clarisse, on a eu Maïmouna, Mohamedou, Jamila Kadzalad, enfin des gens qui étaient extraordinaires à partir du moment où on les mettait dans des conditions de confiance. Et ça, j'en suis vraiment fière. Aujourd'hui, je peux aller en vadrouille, je sais que CRTV News existe. Ça, c'est la plus grande fierté parce que le plus dur, c'est souvent que ça tombe quand vous partez. Eh ben non, je suis très heureuse de voir que CRTV News se porte très bien. Mais est-ce que CRTV News ne peut pas faire mieux que ce qui existe maintenant? Si tu avais tous les moyens du monde. On peut toujours faire mieux. Si tu avais tous les moyens du monde. On peut toujours faire mieux. Tu rajouterais quoi à CRTV News? J'ajouterais plus d'instantanéité. J'ajouterais un cadre de travail amélioré. J'ajouterais aussi un renforcement de ces équipements techniques parce que les collaborateurs avaient des idées, mais parfois on était retenus par les moyens pour les réaliser. Je pense qu'avec un plateau technique amélioré et un environnement de travail aussi amélioré, je pense que CRTV News serait inarrêtable. En tout cas, il y a la ressource humaine qui est là. Il y a une équipe qui est dirigée depuis 1 an maintenant par Fonka Moutabo Bernard, qui a été rédacteur en chef pendant que j'étais chef de chaîne et qui connaît l'esprit, qui est bien épaulé par Lucrèce Mebenga, maintenant rédacteur en chef. Je pense qu'il y a une belle dynamique qui est restée, qui s'enrichit maintenant des regards nouveaux qu'ils apportent et des perspectives qu'ils apportent pour la chaîne. Et après CRTV News, il y a, pour moi c'est le Graal,
Directrice ou directeur des rédactions TV. Oui. C'est une consécration pour toi? J'ai jamais rêvé à ça. Et effectivement, oui, c'est quand on a eu la carrière que j'ai eue, on peut dire qu'on s'est hissé au sommet. On s'est hissé au sommet de ce que la profession peut donner. Maintenant qu'on on a été sur le terrain, on a été dans la pratique, maintenant on est hissé à un niveau de supervision où on doit indiquer la direction, on doit encadrer, superviser le travail des équipes. Quand des fois j'ai la chair de poule quand je pense à mes devanciers, quand je pense là, hier, à Madeleine Sopicoto, qui est un monstre de travail, quand je pense à Ibrahim Cherif, Adel Mbala, Charles Ndongo, Antoine-Marie Ngonor, pour ne citer que ceux qui reviennent rapidement dans ma mémoire, vous voyez que ce sont des figures emblématiques qui ont occupé ce poste de directeur des rédactions. Avant, ça s'appelait directeur de l'information. Le nom a changé, mais les fonctions sont les mêmes. C'est l'environnement de la CRTV qui a changé. Avant, on avait une seule chaîne. Maintenant, on est directeur des rédactions parce qu'il y a plusieurs rédactions maintenant qui sont nées. La rédaction CRTV News, la rédaction CRTV Sport, la rédaction CRTV Web. Après, les rédactions des régions aussi qui vivent et qui doivent avoir une orientation commune parce qu'il y a une unicité de la trajectoire éditoriale qui est la même qu'on soit en région, qu'on soit au desk central. Il n'y a pas une CRTV du web et une CRTV du sport ou une CRTV de la centrale. Il y a un seul contenu d'information, en tout cas un seul moule dans lequel devraient passer toutes les informations qui sont traitées. Moi, je suis responsable d'assurer cette unicité-là du traitement de l'information sur la CRTV à travers les différentes rédactions. De façon concrète, pour que les plus jeunes comprennent, les étudiants comprennent le rôle d'un rédacteur en chef, d'un directeur des rédactions, désolé. De façon concrète, est-ce qu'on peut prendre un cas de figure pour que vous expliquiez un peu comme en fac? Si on prend le cas la crise de FECAFOOT MINCEP, l'information arrive. Ça se passe comment, le traitement de l'information? Le traitement de l'information, d'abord, on est saisi de l'information comme elle advient par différentes sources. Et la base que l'on apprend à l'école de journalisme, c'est de croiser les sources. Alors, de vérifier est-ce que l'information qui nous parvient, elle est vraie, elle est fausse. Surtout dans ce contexte des réseaux sociaux qui polluent un peu l'environnement de travail où on a n'importe qui peut publier n'importe quoi, qui devient viral et qui se retrouve au point que les journalistes deviennent paresseux. Ils se contentent de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre pour acquis et oublient les réflexes élémentaires qui consistent à croiser un minimum, à confronter l'information. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que le document est un fake ou alors c'est un document authentifié? À lire le document et à regarder des choses élémentaires, qui a signé, à quelle date, etc. Est-ce que le logo est le même, etc. Donc une information qui parvient, elle doit être traitée. C'est le travail que font toutes les rédactions, traiter l'information. Maintenant, le directeur des rédactions donne des orientations sur la manière de traiter cette information. Ces orientations sont nourries, elles découlent en fait de la ligne éditoriale. Elles découlent de la ligne éditoriale de la CRTV. Je vous l'ai dit au début, nous sommes là pour accompagner les politiques publiques et pour être au service du public. Nous, on n'est jamais là pour allumer le feu, pour faire du sensationnalisme. Ce n'est pas notre mission. On n'est pas là pour chercher le scoop à tout prix. Je me souviens encore que dernièrement, je rappelais aux rédactions l'impératif d'être vigilant sur cette dérive qui est constatée sur les réseaux sociaux, celle d'annoncer les deuils des gens, des personnalités ou même des individus lambda. Je leur dis souvent dans une boutade, si quelqu'un est mort aujourd'hui, demain matin, il sera toujours mort. Donc, on a le temps de vérifier, de voir. Ça ne sert à rien de venir dire X est mort et puis de dire non, finalement, il n'est pas mort, c'était un fake, non, on n'a pas vérifié. Surtout les morts, je comprends pas cette passion morbide-là. Si quelqu'un est mort ce soir, je vous parie que demain, il sera toujours mort.
Enfin, s'il est mort, quoi. S'il est vivant demain, c'est qu'aujourd'hui, il n'était pas mort. Donc, il n'y a pas de quoi courir pour annoncer la mort, de tant que, voilà. Dans les rédactions, on a des personnes comme vous et moi qui vivent dans un environnement, qui entendent des choses, qui peuvent avoir des partis pris personnels ou des inclinaisons personnelles. Le travail, c'est de veiller à ce que leurs émotions, leurs affects ne viennent pas influencer la manière dont ils font leur travail. Il ne s'agit pas d'aimer la FECAFOOT ou d'aimer le MINSEP, il s'agit de faire ce qui est juste, donner la bonne information et de s'en tenir au fait. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? L'action du gouvernement? Non, ce qui est essentiel ici, dans il peut y arriver, il y a eu beaucoup d'occasions de disputes autour de ça. Mais que disent les camps? Qu'est-ce qu'ils disent? Notre rôle n'est pas de dire celui-ci est fort, celui-ci est faible, celui-là a raison, celui-là n'a pas raison, mais de dire ce qui est, les faits. Je vais prendre un exemple sur le cas de traitement de l'information crise MINSEP, FECAFOOT. On va à Canal 2 va donner la parole à la FECAFOOT, au MINSEP, et qui va donner la parole à la FECAFOOT MINSEP, Vision 4 pareil. Certains estiment que la CRTI ne donne pas la parole à la FECAFOOT. À qui à la FECAFOOT? À la FECAFOOT. Qui? La FECAFOOT. Mais qui? Il y a des membres. Mais justement, non. Il n'y a pas de. D'abord, on n'est pas dans un suivisme. Oui. On n'est pas là pour faire parce que les autres font. Parce qu'il faut savoir que chacun sait pourquoi il est là. Chacun a sa ligne éditoriale. Et la suit, il faut pas croire, hein, personne n'est naïf dans l'affaire. Il y a personne là qui est un ange et puis il y a les autres qui sont des diables. Quand quelqu'un prend une décision éditoriale pour son journal, il prend une inclinaison, il assume. Alors nous assumons ce que nous faisons. Nous sommes un organe de service public qui accompagne des politiques publiques. Les politiques publiques, cela signifie que on donne la parole d'une manière équilibrée, mais on veille à tirer l'essentiel qui est utile. Notre but n'est pas de diffuser une information et de créer la polémique ou des bagarres dans les quartiers ou que les gens se déshabillent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas notre intérêt. Il y en a qui sont là, qui cherchent le buzz, qui cherchent l'affrontement, vous insistez sur MINSEP, FECAFOOT, mais on a au quotidien les émissions de débat à la télévision, ce qu'on a appelé les débats du dimanche. Bah, chacun vient avec une orientation et il invite X ou Y en sachant que X ou Y va venir jeter un pavé dans la mare, qu'il va faire le bad buzz, qu'il sera à la une de Médiatude, qu'il va saisir Ça, c'est une balle perdue. Ah, bah oui, ça à la une de Médiatude, qui va trouver des punchlines et qui va mettre Non, ce n'est pas ça le but recherché. Okay. Nous, on a la responsabilité publique, la même responsabilité qu'a l'école publique par rapport à une école privée, la même responsabilité qu'un hôpital public par rapport à un établissement privé. Parce qu'à la fin de tout, on viendra dire, mais vous êtes le service public. Eux, ils peuvent faire ci, ça, mais vous êtes le service public. Donc, vous nous appartenez à nous tous. C'est ça la différence dans le positionnement. Donc, quand on a cette vision claire-là de son positionnement, eh bien, c'est ça qui guide le choix, les décisions que l'on prend. On peut décider que non, je ne parle pas de cette affaire, c'est mon droit, je suis pas obligée d'en parler parce que tout le monde en parle. Si moi, je n'en vois pas l'intérêt. Et c'est ça qui est intéressant dans le pluralisme médiatique. C'est que si quelqu'un veut entendre ça, il peut aller dans le couloir d'en face. Il est libre d'aller suivre les bagarres, s'il aime quand les gens se bagarrent à la télé. Mais s'il veut suivre autre chose, où des gens se parlent, il sait où aller. Voilà, donc c'est vraiment une question de posture, de vision et d'objectif que l'on vise. On n'est pas dans une concurrence idiote, j'allais dire moutonne. Lui, tel a dit ça, il faut qu'on dise non, parce qu'on n'est pas là pour le même but, on n'a pas été créé pour la même chose, on n'a pas les mêmes objectifs. C'est plus clair pour moi maintenant. Malgré cette réussite professionnelle, tu décides de repartir à l'école, faire un master et ensuite un doctorat. Je vais rappeler le thème de ton doctorat, l'histoire de la télévision et histoire, l'exemple du nationalisme camerounais. De quoi il est question dans cette
dans cette thèse. Dans ces travaux dans de ces thèse. Travaux de thèse. Alors, c'est pas bien de m'allumer sur ma thèse parce qu'en général, je pars comme ça, on va arriver à Kousséri. De résumer, à partir de résumer votre... D'abord, mon premier intérêt, c'est la télévision. C'est quand même le média que je connais le plus, que j'ai, dans lequel j'ai exercé un peu plus longtemps que la radio ou la presse écrite. Et donc, moi, j'observe la télévision et je m'interroge encore sur ce que la télévision peut avoir comme impact sur la société d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu, avec l'avènement des réseaux sociaux, aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, on dit la mort de la télé va mourir, personne ne va regarder. Et moi, j'ai posé que la télé a encore un rôle à jouer. Et moi, j'ai pensé qu'un des rôles que pourrait jouer cette télévision, c'est de réussir j'allais dire, à exorciser le passé de la décolonisation, de décomplexer la parole, d'ouvrir la parole, de l'émanciper. Pour qu'on puisse parler de notre histoire comme on parle de celle des États-Unis, même s'il y a eu des épisodes tristes, des épisodes dont on n'est pas très fier. Aujourd'hui, l'histoire du Cameroun, surtout l'histoire de la décolonisation, en 1948, j'ai pris de manière arbitraire la création de l'UPC jusqu'en 1971, la mort du dernier nationaliste Ernest Ouandié, et je me suis dit, cette période-là, c'est une période charnière de la vie du Cameroun, où tout s'est fait, tout s'est dit, mais dont on ne sait pas grand-chose. C'est également cette période-là qui charrie la plupart des passions, notamment la période du maquis, le rôle joué par l'UPC, par Ruben Oumniobé, par ses compagnons de route, par les choix qui ont été faits, par la manière dont le président Ahidjo accède à la tête du pays, etc., sur les trahisons, sur le CNR, sur les morts, les génocides présumés ou vrais, sur le martyrologue étant cette espèce de compétition du martyr. Non, c'est nous qui avons souffert le plus. Non, c'est nous qui avons souffert le plus. Il y a tous ces fantasmes-là, parce que l'histoire du Cameroun n'est pas racontée. Et moi, j'ai essayé de savoir comment la télévision pouvait aider. D'abord, pourquoi la télévision n'en parle pas de la vraie histoire? Et puis, comment est-ce qu'elle aurait pu aider à exorciser cette histoire-là, à la délivrer des fantasmes pour en tirer une histoire vraie? C'est en étudiant cette histoire-là qu'on sait qu'on est Camerounais, qu'on sait ce que ça signifie être Camerounais, verser son sang pour le pays, ce que c'est que les valeurs d'unité. Ce n'est pas en les proclamant, c'est en racontant que d'autres ont donné leur vie pour ce pays. Ils n'étaient pas Bassa, Douala, Bamileke, etc. Ils étaient Camerounais. Que des gens ont lutté pour que ce pays soit debout. Quand on est habillé de cet héritage-là, on agit différemment. L'idée de l'intérêt public est perçue de manière différente. Et dans mes études, dans mes lectures, je me suis rendu compte que dans les pays comme la France ou l'Algérie, par exemple, la télévision a aidé, à travers des émissions sur l'histoire, à raconter, à donner la parole, à faire voir, et même à créer cette espèce de sentiment d'appartenance qui semble se déliter au Cameroun. Et donc, je me suis intéressée aux émissions sur l'histoire, et j'ai étudié les émissions sur l'histoire qui ont été diffusées à la télévision. Très rare quand même au Cameroun. Hein, oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui. Il y en a eu à la CRTV quelques-unes, et puis il y a eu sur Canal 2 la tribune de l'histoire, mais il y a eu les figures de l'histoire sur CRTV, il y a eu Icône, il y a eu Un siècle d'histoire, il y a eu quelques émissions dont j'ai retrouvé la trace, que j'ai étudiées. Je suis arrivée à la conclusion que toutes ces émissions-là rassemblées ont manqué l'occasion de parler de la vraie histoire. Ils évitaient copieusement les aspects les plus forts de notre histoire pour s'intéresser aux aspects périphériques. Donc, ils n'ont pas joué leur rôle. Et la question, c'est pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi même les émissions d'histoire ne parlent pas d'histoire? Pourquoi les historiens ne parlent pas dans les émissions d'histoire? En étudiant tout cela, je suis parvenue à une thèse que j'ai appelée le présentisme. Ce concept de présentisme vient un peu expliquer quelque chose qui m'a semblé être le nœud du problème, le nœud gorgien, c'est que on vit dans une crise de temporalité entre le passé, le présent et l'avenir. Et on vit dans le présentisme, qui est une sorte de
overdose du présent, d'une sorte de présent perpétuel. On ne veut pas parler du passé. On écrit notre histoire avec la gomme, comme on dit au quartier. On veut vivre maintenant. On veut que ce soit le maintenant. Ma part, c'est notre tout, c'est maintenant, c'est nous. Et on travaille tous et chacun, autant que nous sommes, à travers des cercles politico-sociaux, à travers des associations, à travers un mental même qui est institué, pour rester dans l'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne parle pas des choses de demain. Les choses de demain comme la succession, les choses comme l'après, on n'en parle pas, ce n'est pas bien. On ne parle pas non plus du passé, parce que le passé nous ramène au présent et peut nous gâter la sauce pour parler comme... non seulement ça fait peur, mais c'est que les acteurs du passé sont encore là, ou leurs suivants sont là. Donc si on va bien enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Fumban, il faudra interroger les acteurs qui sont encore là aujourd'hui, qui ont peut-être pas envie qu'on sache, qui ont peut-être pas envie qu'on explore, qu'on aille jusqu'au bout. Donc on préfère que le statu quo reste présent. Donc c'est ce que j'ai appelé le présentisme. Et donc ça m'a servi un peu de prisme pour pouvoir lire maintenant le comportement des Camerounais et donc des journalistes, les journalistes notamment de la télévision, pour savoir pourquoi ils ont réagi comme ils ont réagi. Ils sont pris dans ce présentisme-là. Je vois que j'étais vraiment allumé. C'est un sujet passionnant. Je peux en parler jusqu'à demain matin. Mais bon. Félicitations pour cette thèse de doctorat. Merci. Faire doctorat au Cameroun, c'est très difficile. J'avoue que moi-même, je m'essaye et c'est épuisant. Ah. Félicitations. Ben, mes encouragements. Merci beaucoup. Où as-tu pris ce courage, déjà, professionnel des médias, le temps pour s'asseoir à l'école, faire les travaux de recherche? Où as-tu pris ce courage? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'avais l'envie. Lorsque j'étais à Douala, pendant mes années à Douala, j'ai profité de la présence de l'université de Douala, okay, la proximité de l'université. On venait d'y créer un département de la communication. Donc, je me suis inscrite en master. Et c'est passé très vite les 2 années de master. Donc, nanti de mon master 2, mes enseignants m'ont dit « Ouais, mais vous devriez préparer une thèse, Madame Mengue, ce serait bien. » Et puis, on a besoin d'enseignants, on a besoin de bras, des profils comme les vôtres, blablabla. Ils m'ont beaucoup encouragée, notamment le professeur Atenga, Thomas, et puis voilà, le professeur, j'ai oublié son nom. Le professeur Missé, qui était un peu le maître, le pionnier de ce département-là, le professeur Missé. Ils m'ont tous les deux encouragé à continuer. Et puis, le professeur Boyo Mouassala, qui était à l'ESTIC à l'époque. Bref, ils ont tous encouragé. J'avoue que j'étais un peu effrayée par la perspective, parce qu'en même temps, j'étais sur le terrain, je travaillais, et puis j'avais d'autres contraintes de vie, de quotidien, de mère, d'épouse, de femme. Mais j'ai même failli abandonner plusieurs fois. Mais finalement, je suis de ceux qui achèvent ce qu'ils ont commencé. Donc, pour vraiment le principe de je peux pas abandonner après tout ce que j'y ai mis, bah j'ai poussé comme j'ai pu. En 2017, le directeur général Charles Ndongo m'a accordé 5 mois de permission exceptionnelle pour que j'aille conduire mes travaux de recherche en France, notamment à Paris, à Bordeaux, et puis dans d'autres villes de France pour mes recherches académiques, mes recherches doctorales. Au retour de ça, j'avais tout le matériau nécessaire pour pouvoir écrire. Après, le reste, c'est le travail de terrain, la collecte et puis l'écriture. Ça n'a pas été facile, mais j'ai été beaucoup encouragée par mon entourage, par mes enseignants, surtout vraiment mention spéciale au professeur Thomas Atenga, qui était tout le temps « Alors, Madame Mengue, ça va? Vous avez oublié votre thèse? » « Non, professeur, j'y travaille. » Mais j'attends toujours. « Oui, professeur. » Donc, dès que je voyais son appel, je disais « Oula, professeur Atenga. » Donc, voilà. Donc, mention spéciale à lui. Et puis, il y avait un acteur inattendu dans l'affaire, c'était mon père. Donc, moi, je décide de faire ma thèse, lui, il achète le problème. Oui. Là où tu passes à la télé, là,
Tu as oublié que tu as une thèse à écrire? Oui, papa, je sais. Et tu dis que ta thèse, c'est comment? Oui, papa. Tu en es où avec ta thèse? La thèse. On dirait que c'était la thèse de mon père. Donc, je voulais aussi le remercier parce qu'il a été le booster, la figure qui, quand je voulais me décourager, je disais, oh là, mon père serait tellement fier de ça, tellement fier. Et rien que pour lui, je pense qu'il fallait la faire, cette thèse. Encore félicitations. Tu as également une casquette de leader d'association. On va terminer par là. C'est l'Union de la presse francophone au Cameroun. Oui. C'est quoi les objectifs de l'Union de la presse francophone? D'abord, nous sommes une représentation d'une association internationale, l'UPF International, qui est l'une des plus vieilles associations de journalistes au monde, a été créée en 1950 et regroupe aujourd'hui plus de 70 pays à travers le monde qui ont le français en partage. Je préfère le dire comme ça puisqu'il y a des pays arabes, lusophones, anglophones, etc., qui sont membres de l'UPF. L'idée, c'est de créer une association de professionnels des médias, donc qui n'est pas simplement ouvert aux journalistes, mais aussi à tous les professionnels des médias, photographes, caméramens, réalisateurs, animateurs, etc., qui ont la passion du partage et qui ont envie de construire une masse critique. En tout cas, nous, au Cameroun, lorsque l'association qui a été créée à l'époque par les Xavier Messet et Célestin Lingo, paix à son âme, a été reprise en main par Alain Blaise Batongué par la suite, et puis Aimé Robert Bina. L'idée derrière, c'est de combler un peu le vide associatif qui existait au niveau de la profession au Cameroun et de créer une association qui soit crédible et qui regroupe des professionnels de la communication sans clivage, qui ont la même passion d'améliorer, donc de former, de rassembler, de former surtout les membres. C'est ça l'une des missions fondamentales de l'UPF. Aujourd'hui, l'association a grandi. J'ai pris le relais d'Aimé Robert Bina depuis 3 ans et j'espère continuer à implémenter les quelques idées que j'ai par rapport à cela, même s'il faut reconnaître que c'est pas évident de conduire une association de journalistes. Nous sommes les journalistes camerounais assez indisciplinés de ce point de vue-là. Donc c'est pas facile de rassembler les gens, mais nous pensons que notre action est utile. Merci, Docteur Mengue, d'être passé chez nous. Merci à vous pour le temps et pour l'intérêt. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis devant votre téléphone et même devant votre téléviseur. On se donne rendez-vous très bientôt avec un autre personnage ou un autre journaliste tout aussi inspirant. À très bientôt.